monde doit sortir pour un gagne-pain. C'est la pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus. Et aussi la police de circulation routière, il y a aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Il dit, non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième jour. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest. Je parle du boulevard. Et pourtant, rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Ok. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ce dossier. Hein. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Où que vous soyez à travers le monde, très chers téléspectateurs, nous sommes là pour l'émission En toute vérité et qui va porter aujourd'hui essentiellement sur la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Au centre de nos analyses d'aujourd'hui, 2 volets, paix ou sécurité et intégration économique dans la région. C'est une lueur d'espoir pour la population de la partie orientale de notre pays, longtemps meurtrie par cette guerre d'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo depuis bientôt 30 ans. Nous y sommes pour un débat citoyen, républicain et démocratique, mais avec toute responsabilité, avec les étoilés bien sûr qui sont avec moi autour de cette table pour l'émission En toute vérité. Médard Mbouyal Mangal, directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, bienvenue. Merci Blaise. Bienvenue, les grands Moufouengue, directeur, j'ai dit quoi, du journaliste, c'est une prophétie. Hein? Une prophétie. Oui, prenez ça positivement. Journaliste à la direction des informations à la RTNC3, chaîne des institutions, bienvenue. Bienvenue et bienvenue aux nombreux téléspectateurs de Massissi, Rutshuru et même Rumangabo. Cédric Enina, rédacteur en chef adjoint au desk français à la direction des informations de la RTNC, bienvenue. Merci beaucoup Blaise et merci à nos téléspectateurs. Allez, John Mwabika, journaliste à la direction des informations radio. Bienvenue, John. Merci Blaise, merci également aux dames et messieurs qui nous suivent à travers le monde. L'équipe est là. Allez, nous commençons par cette question. Mbouyal Mangal, chose promise, chose due. Enfin, l'accord de paix a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, l'accord a été signé. Mais il y a aussi la dimension symbolique, justement, de cet accord. Peut-être il faut qu'on commence par en parler. Je vous en prie. Et toutes les misères dont sont victimes la République démocratique du Congo. C'est le régime, s'il faut l'appeler, le gouvernement américain, sous Bill Clinton, qui avait échafaudé toutes ces idées pour pouvoir mettre en péril le régime de Mobutu et installer durablement au pouvoir Paul Kagame. Bill Clinton, c'est un démocrate. Un démocrate. Oui. Et c'est à ce niveau que les stratégies ont été mises en œuvre pour qu'on lui donne le pouvoir au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique des Grands Lacs. Et tout a été fait. Vous vous souviendrez qu'alors que Laurent Désiré n'était qu'un rebelle, il y a eu des multinationales qui commençaient à signer des accords, des multinationales d'origine américaine et canadienne. Avec l'AFDL. Avec l'AFDL. Avant que l'AFDL ne prenne le pouvoir. C'est cela. Donc, en tant que rebelle, on ne mérite pas de décider parce qu'il y avait encore un président de la République à Kinshasa. Mais le goût de lucre a poussé les multinationales à pouvoir accompagner la rébellion. Pas seulement des multinationales,
même des médias internationaux. Vous allez vous souvenir qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 31 ans, il y a des médias qui vous annonçaient chaque jour, tel village est tombé. Pendant que le village n'est pas encore tombé. C'était une guerre psychologique en fait. Et tous les villages congolais étaient devenus des villes. Alors maintenant, quand on suivait les récits médiatiques, on se dit, telle ville-là existe où? Vous cherchez la ville, vous avez du mal à la localiser. Et c'est pas ça. Ça démontre comment les multinationales, il y a une coalition internationale pour noyer la République du Zaïre et pour faire souffrir les Congolais. Et donc, voilà, sur le plan symbolique, comme le mal est parti des États-Unis et de la Maison-Blanche, il fallait aussi que la Maison-Blanche puisse détruire le mécanisme qu'il avait mis en place. C'est rebuffé. Oui, c'est rebuffé, détruire, remonter la vie. Et c'est le rôle qu'effectivement Trump est en train de jouer. Donc, Trump est en train de détruire ce que ses prédécesseurs ont mis en place pour imposer la misère, pour imposer la souffrance en République démocratique du Congo. Et quand c'était pensé au niveau de Washington, toutes les organisations internationales suivaient. Et donc, on a eu bien du mal à faire comprendre à l'international que la République démocratique du Congo est agressée, ou le Zaïre a été agressé. Kengo est vivant, il en a souffert. Il était Premier ministre. Alors, Premier ministre, il en a souffert. Et il le témoigne dans son livre. Tout ce qu'on a dû produire comme idée intelligente dans notre imaginaire, Kamano Kamana, Gérard, est considéré comme le meilleur diplomate congolais. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Souvenez-vous qu'à l'époque, évidemment, Mobutu, qui voulait rentrer rapidement sur la scène, était obligé de se débarrasser de Maître Kamana lors d'un sommet en Égypte, parce que le gouvernement ne voulait pas maintenir en un encercle la présence des Rwandais sur le territoire. Mais le président Mobutu tenait à ça. Il a chassé. Il était coincé. Il était coincé. Et Kamana a été chassé des affaires étrangères pour la justice. Lorsque la guerre recommence, il fallait récupérer Kamana. Mais c'était pratiquement tard, parce que le vieux Kitito Toumasi, qui assumait la fonction de ministre des Affaires étrangères, n'était pas à même de porter la parole de la République. À l'instar de Kamana. Alors, c'est ainsi qu'on a dû rappeler Kamana aux affaires étrangères, malgré le rappel. Et ça, ce sont des éléments historiques pour démontrer que, comme le mal était venu de la Maison-Blanche et des États-Unis, il fallait aussi qu'il y ait un acteur de la Maison-Blanche pour nous délivrer du mal. Cédric Enina, d'accord avec cette approche de Mbouyal? Oui, ça c'est une approche historique que vient de faire Mbouyal Mangal. Remonter, faire une sorte de diachronie de cette crise qui tire ses origines, les origines exogènes qui viennent des États-Unis d'Amérique. Il a parfaitement raison pour dire que il y a une main noire, une puissante main noire qui ventilait la situation, la crise dans la partie est du pays. Et l'Amérique était parmi ces toutes puissances citées régulièrement par les différentes autorités de la République démocratique du Congo qui se sont succédées. Ça, c'est du point de vue historique. Si je dois revenir à l'événement comme tel, vous avez vécu comme nous, historiens du présent. Blaise, vous étiez en direct sur le plateau. La symbolique même de cet accord, tout le monde le dit, marque un tournant décisif dans ce qui paraît être la plus longue guerre que l'Afrique n'a jamais connue. Plusieurs décennies de conflits sanglants dans une partie du pays, décimés, des personnes déracinées de leurs terres, des familles déchirées à cause d'une agression qui était visiblement fomentée et pensée par des officines en dehors de la République démocratique du Congo. Et cet accord est un pas qu'on vient de marquer vers une paix éventuellement durable. Mais je reviens à la cérémonie elle-même, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, pas de poignée de main, pas d'accolade, pas de regard, tout ça, et surtout qu'il s'agit, au-delà de l'accord, c'est une réconciliation. Les gens qui signent un accord, ce sont des personnes en principe réconciliées. Mais
ce qu'on a vu sur les écrans des télés à travers le monde, c'était loin d'être une réconciliation, loin d'être un engagement ferme, mais c'était de la méfiance totale entre partis. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été clair dans ses propos. Il a parlé du sérieux que la République démocratique du Congo mettait toujours pour mettre fin à ces conflits récurrents dans la partie est du pays. Et il a émis le vœu de voir cette même attitude copiée par nos voisins du Rwanda. Et ça a été un moment fort dans cette cérémonie. Et quand on revient au discours du président Paul Kagame, c'est comme s'il disait, le problème ce n'est pas moi, c'est les autres. Il dit, si nous n'arrivons pas à mettre en pratique cet accord, ça ne sera pas de la faute de Donald Trump. Et là, il jette un flou pour dire que ça ne sera pas non plus le Rwanda, ça ne sera pas non plus la République démocratique du Congo, ça sera peut-être une nébuleuse. C'est de l'incertitude du côté rwandais. Donc nous rentrons dans une période pour le Rwanda d'incertitude, et ce qui est le contraire pour la République démocratique du Congo qui rentre maintenant dans une période de certitude, parce qu'on a dû formaliser tout ce qui était informel. Aujourd'hui, le Rwanda n'a plus de prétexte, n'a plus à justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais, après l'accord signé en principe. Mais ce qui est handicapant dans cet accord, c'est le fait que nous n'avons pas de sanctions claires en cas de non-respect des engagements. Et en plus, nous n'avons pas un agenda, nous n'avons pas non plus un chronogramme quant à la mise en œuvre de tout ce qui est dit dans l'accord. Donc, c'est ce genre de cueil qui, moi personnellement, ça me refroidit, parce que je me dis, connaissant avec l'expérience de journaliste, ce n'est pas le premier accord signé avec le Rwanda. Et quand un accord ne contient pas de garde-fous, n'a pas de mécanisme fiable dans sa pratique, il est difficile avec un tel partenaire de se dire que nous allons tout droit réellement vers une paix durable. Moi, je pense que c'est une étape, la signature de cet accord. Je ne dis pas qu'on a mis la charrue avant le bœuf, mais moi, je pense qu'on devrait à la limite mettre en place des mécanismes qui devraient déterminer les degrés d'engagement chronométrés de chaque partie. Ce qui n'est pas le cas. Et là, on compte sur la bonne volonté des uns et des autres. John Wabika, vous êtes inquiet? Je dirais, Blaise, au regard d'un rapport qui fait justement l'économie de tous les accords signés depuis, je dirais, la période de 2002 à 2025, qui part déjà des 14e accords, que ce soit l'accord soit des natures de cessez-le-feu ou l'accord économique, de coopération bilatérale, l'accord des transitions avec un 1+4. Autant d'accords ont été signés, je dirais qu'au stade actuel, toutes les démarches allant dans la pacification justement de cette région meurtrie peut être déclarée vidée de sa substance. C'est que la particularité justement de cet accord de Washington, au-delà du fait que on vient ici, et ce que Kenin a dit, tantôt formaliser ce qui se faisait à l'informel, notamment l'exploitation illicite de minerais ou la présence des groupes armés. On a donné, c'est une fenêtre en fait d'opportunité qu'on donne, et probablement qui pouvait nous conduire dans ce qu'on a évoqué récemment ici, les Joint Security Mechanism Coordination, ce qu'on a déjà opéré avec les officiers de la police rwandaise et congolaise, vous vous souviendrez. Et la RDC a tenté également, sous Tshisekedi, l'aventure de remettre la compétence justement à la construction de villages modernes au Rwanda. D'ailleurs, c'était sans embâche de dire que de reconnaître un frère africain qui avait suffisamment évolué dans des zones économiques, mais également la construction des villages modernes. Oui, mais ce frère a été ingrat. Voilà, on connaît... bon, je ne voudrais pas vraiment utiliser le terme ingratitude. Par contre, je voudrais ici que chaque pays, comme nous sommes de parties prenantes, puisse jouer correctement sa partition. Pour le cas d'espèce la RDC, la signature de l'accord de Washington devait, au contraire, inspirer davantage l'opportunité de la réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo,
Ça veut dire en termes de formation, nous avons les écoles de guerre, on a Chess, on a tout. Mais la logistique, le budget, l'effectif, tout ce qui fait que l'armée soit une puissance. Pourquoi? Parce que la RDC, nous sommes dans le volet sécurité et paix, on va sans doute aborder le volet économique. Il y a parmi le principe, je dirais, principaux pris par les États, le premier principe, c'est qui est ce qu'on appelle le respect de l'intégrité territoriale, pas du Rwanda, mais de la RDC. Déjà, c'est dit clairement, c'est pas tacitement, qu'ici, la RDC est présentée comme un pays victime de l'agression. C'est la RDC qui a tout intérêt de pouvoir revendiquer l'intégrité ou le respect de son intégrité territoriale. Mais l'autre principe, je crois, le deuxième principe majeur, ça concerne justement le deux États. Et il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce que je vais évoquer, du fait que aujourd'hui, ce qui se passe à Washington, c'était déjà appelé de tout lever par le fait député national, je crois, Fidel Ikinda, qui était alors de l'opposition FCC lors de FCC Cash. Il a demandé dans ligne de plénière, vous pouvez vous souvenir, parce que vous avez fait plusieurs retransmissions en direct sous le bureau Mabunda, qui a exactement émis de tout le vœu qu'au-delà des réconciliations à l'interne, Blaise, qui est justement de partenaires ciblés du Rwanda. Parce que le Rwanda, en tant que tel, lorsqu'on se pose la question de quelle est cette puissance militaire que dispose le Rwanda, quelle est cette capacité, parce que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, que ce soit le Burundi, nous sommes dépendants des économies extraverties. Il n'y a pas vraiment d'autonomie en termes de production industrielle. La Chine, on va arriver sur ce volet-là, parce qu'on est dépendant aussi des multinationales, quelque peu, comme l'a dit. On va parler de l'intégration économique dans la région. Mais alors, parce qu'on ne peut pas, et justement, arriver à cette économie sans la paix, pourquoi il y a opportunité pour la RDC de pouvoir réorganiser l'armée? Ça veut dire équiper l'armée avec des technologies de pointe. S'il y a des gilets pare-balles qu'il faut acheter, envisager des bombes atomiques pour se faire respecter au niveau mondial. Oui, ce n'est pas un secret. La Russie, ça fait partie des puissances militaires. Mais c'est vrai qu'il y a des restrictions dans certaines mesures, mais au moins pour gagner le respect soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas restreindre les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont une mission régalienne, les respects, en fait, assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Pour votre gouvernement, le budget, je vais dire quoi, la loi des finances pour l'exercice 2026 a réservé une part belle à 30% du budget à la défense. Donc, soyez calmes, pendant que nous on discute, on parle autour de cette table. La commission ECOFIN siège pour essayer de voir comment dispatcher cet argent dans tel ou tel autre secteur. Mais ce qui est vrai, la défense occupe une place de choix dans ce budget. Allez-y. C'est bien, Blaise. Il n'a pas terminé. Oui, c'est bien, Blaise, parce qu'on peut allouer, comme vous avez dit, 30% du budget. Oui. Mais les assignations pour ce budget, c'est là où c'est tous les enjeux. Pourquoi je le dis? Nous avons signé un accord qui n'a pas un caractère contraignant. C'est un symbole diplomatique qui tire justement, je dirais, sa substance de la confiance mutuelle, mais la capacité du respect de ces engagements dont j'ai énuméré le principal ici. Et nous connaissons l'attitude déjà du président Kagame, même dans son discours. C'est déjà clair du fait qu'on se dédouane soi-même tacitement et que l'on responsabilise. Il a dit peut-être d'une manière, en fait, la fausse modestie, quand il dit le problème, ça sera plus Trump, mais ça sera nous. Mais l'on connaît, Blaise. On connaît qu'est-ce qui amène. Je vous ai parlé, on est à plus de 14e accord déjà signé. C'est que tout ce que l'accord de Washington a pu produire, le président Tshisekedi, dans son discours, a récupéré le processus. Ça veut dire, ça reprend exactement les mécanismes, par exemple, de la zone de libre-échange qui donne cette opportunité, les projets d'intégration qui prévoient déjà, même dans les cadres, vous avez vu... Nous ne sommes pas encore là, on est au niveau de la paix et la sécurité. Je suis dans le volet sécurité. Il ne faut pas tout mélanger à la fois. Non, je suis dans le volet sécurité qui a conduit même les forces de l'EAC en intervention dans l'Est, dont le Kenya était assuré le commandement. C'est que je suis dans cette logique-là. Si aujourd'hui, on veut vraiment une paix
effective sur le terrain, une paix durable, il faut penser justement à la réorganisation de l'armée. Pourquoi? Parce que l'accord, sa fragilité... Ça, vous l'aviez dit. Si, ben, je suis en train de creuser sur ce que j'imaginais, Blaise. Oui, mais ça fait plus de 5 minutes que vous aviez pris la parole. Ah, ok. Et j'ai pris l'option de ne pas vous arracher la parole. Je laisse à chacun de vous s'exprimer librement et pour que les téléspectateurs puissent aller jusqu'au bout de la pensée des uns et des autres. Voilà, pour conclure, hein, c'est qu'on peut retenir, on peut tout oublier alors, c'est qu'on doit retenir. Hein. Comme le deuxième engagement, qui engage notamment la République démocratique du Congo dans le sens le Rwanda du désengagement, ça relève de la responsabilité du Rwanda de le faire, mais nous, en fait, en termes de désengagement, la RDC ne se présente pas même dans cet accord comme pays agresseur. Il n'a pas ces rôles-là. C'est pourquoi je dis, celui dont les forces ont été documentées sont les forces rwandaises qui sont sur les sols congolais en appui. Merci. Et toujours sur ce volet-là, et le deuxième principe d'engagement, c'est au niveau de ce que le Rwanda réclame, ce qui est la non-utilisation des FDLR. Mais le FDLR, si on exige finalement, je crois que c'est qui pourra aborder Mufwenge, qui parlera du M23 comme un autre problématique. Comment vous le savez? Je peux déjà imaginer la possibilité. C'est que il n'a pas encore pris la parole. Justement, c'est que si on nous amenait, ce qui est la motivation de l'opposition, entre autres des politiques congolais, une frange qui veulent à ces dialogues, ils voudraient justement muser sur ça. Très bien. C'est que, en définitive, Blaise, la RDC, et comme c'est les FDLR, et que le Rwanda revendique, les FDLR n'ont jamais attaqué militairement le Rwanda depuis que Paul Kagame est là. C'est qu'on le présente comme les acteurs du génocide. Tout de même, on pouvait présenter les M23 comme avoir participé au crime des génocides et avec l'extermination des populations. C'est que les engagements, la fragilité, c'est ces manques du caractère contraignant, mais il y aura une pression politique et diplomatique. Il faudrait qu'à l'interne, la RDC, qui a besoin de cette paix durable, de pouvoir réorganiser l'armée dans tous les sens, Blaise. Les grands Mufwenge, vous ne voyez pas que cet accord met Paul Kagame devant un fait accompli? Un fait accompli, oui ou non. Mais je commence par dire que la guerre d'agression dont la République démocratique est victime est trentenaire. John a rappelé plus de 14 traités de paix ou accords qui n'ont rien apporté. C'est ici le lieu de dire que l'entérinement de l'accord de paix RDC Rwanda est une victoire, à mon sens, la plus éclatante de l'histoire de cette agression. Au fait, ça a permis au président de la République, Félix Tshisekedi, d'éprouver pour la énième fois sa bonne foi. À la face du monde. À la face du monde. Finalement, on va parler de l'intégration économique. Est-ce que ça intéresse Kagame? J'ai dit ici la fois passée que sous cette optique, ou dans cette optique, Tshisekedi avait déjà proposé quelque chose de tel à Kagame. Souvenez-vous, au début de son premier quinquennat. Ça n'a pas marché. Donc cet accord, c'est une victoire éclatante d'ordre diplomatique. Le président avait même souhaité ou conditionner l'entérinement de cet accord par le retrait des troupes rwandaises. Chose qu'on n'a pas pu obtenir, mais il a entériné quand même. Ça va. J'ai dit, il prouve au monde qu'il est ouvert. C'est bien. Donald Trump, on le salue. Il s'est vraiment impliqué là où l'Union européenne a échoué, il faut le rappeler. L'Union africaine a échoué. La SADC a échoué. L'EAC a échoué. Nous avons entériné l'accord grâce à un homme. Je crois que dans les speeches du président de la République, il a remercié Donald Trump, Marco Rubio, le secrétaire d'État, Massad Boulos, l'émir du Qatar, toutes ces personnes. Mais c'est plus le leadership de Donald Trump qui a dit « Halte ». Je fais bien les propos de Mbouyal. S'il est vrai que la République démocratique du Congo a été agressée avec la bénédiction des démocrates, notamment l'administration Clinton, mais c'est sous l'ère d'un républicain, Trump,
qu'une lueur de paix est en train de naître. Je reviens maintenant à la symbolique dont tout le monde a parlé. Au-delà de la rhétorique pacifiste, le manque d'accolade, le manque d'embrassade, après un accord dit de paix, est tout sauf anodin. Et cette absence est révélatrice des tensions, mais aussi des méfiances persistantes entre Kigali et Kinshasa. Mais lorsque vous pénétrez le discours de Félix Tshisekedi, président de la République, il y dit « Nous sommes vigilants, mais optimistes ». Alors que lorsque vous piochez les propos de Kagame, nous sommes sur le plan de la rhétorique, c'est l'incertitude qui profile à l'horizon. Il dit entre autres ceci, en cas d'échec, ce n'est pas Trump, mais ça sera nous. Il a dit quelque chose de ce genre, c'est l'incertitude. Alors que Félix Tshisekedi dit clairement que la République démocratique du Congo, de son côté, va s'engager à faire de son mieux pour que ça aille. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir si cet accord ne mettait pas Kagame devant un fait accompli. Je vais en venir. Avec votre autorisation, il y a une citation très importante du président de la République. Je le cite, Félix Tshisekedi dit ceci. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau. Un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. Le président poursuit, nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Vous sentez les grains de l'espoir, de l'espérance qui naît. Contrairement à l'incertitude, au nihilisme du côté de Kigali. Je referme la parenthèse de la rhétorique. Mais l'enjeu ou les grands défis de ce pacte de paix qu'on vient d'entériner à Washington, c'est quoi? C'est la conversion d'une paix sur papier en paix sur terrain. C'est ça le vrai enjeu. Au-delà des signatures, on a besoin des actes. Mais là encore, je suis presque déçu parce que cette paix sur papier a des écueils. Il faut dire ici que l'accord de Washington est en diagonale avec le processus de Doha. Qu'est-ce qui peut mettre mal à l'aise la mise en œuvre de cet accord signé de bonne foi par le président de la République? D'abord, le point d'achoppement contenu dans l'accord cadre récemment signé entre le gouvernement de la République et l'AFCM 23. La question des FDLR. Les FDLR, des sujets rwandais réfugiés chez nous. Mais ça devient une espèce de bombe à retardement, une espèce de casus belli. Cette question risque de mettre mal à l'aise la mise en œuvre de l'accord. En pleine signature ou entérinement de l'accord de paix de Washington, vous avez suivi les propos belliqueux ou bellicistes d'une certaine Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Oui. Ah non, si ça ne marche pas, la République démocratique du Congo doit cesser de collaborer. Ça, c'était avant la signature de l'accord. Non, quelques minutes avant, il y a des propos de ces gens. Oui, bien avant la signature. Non. Comment non? Non. C'était après la signature de l'accord? Non, Makolo s'est prononcé avant. C'est avant. Et y compris Kagame aussi s'est prononcé. Maintenant, je vous pose la question. Je vous repose la question. Allez-y. Allez-y. Vous prenez la question des FDLR, vous prenez la question de M23, dont l'un des responsables dit qu'ils ne sont pas concernés par cet accord de Washington. Là, il se trompe. Parce que le processus de Washington et celui de Doha sont interreliés. Un autre point, c'est le non-respect du cessez-le-feu. Nous signons à Washington, mais les tensions persistent, notamment autour de Walikale, autour d'Ouvira. Troisième point d'achoppement. Kamagnola. Kamagnola, l'imprévisibilité de Kagame. Je viens d'éplucher le pessimisme. Il y a des bombes qui viennent du Rwanda pour cibler la population congolaise au Congo. Oui. Donc sur la liste des écueils, il y a l'imprévisibilité de Kagame, laquelle imprévisibilité transparaît dans ses propos incertains, juste après la signature de ces traités de paix.
Quatrième écueil, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale qui traîne les pieds pour mettre en œuvre. Et pourtant, il y a une résolution qui Je est là. voudrais en venir, La vous avez 2773. presque deviné. Oui. Il revient au Conseil de sécurité d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité avec une affirmation centrale, le retrait pur et simple des troupes rwandaises. L'ONU traîne les pieds, l'Union européenne est en train de réchiner. C'est cela l'hypocrisie. C'est pas pour rien que C'est- pas pour rien que Trump les a zappés. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça parce que je vous ai dit ici que avant que Trump ne fasse ce qu'il a fait, toutes ces organisations régionales et internationales ont Ont échoué. échoué, oui. Ils n'ont rien produit de tel. Mais souffrez que j'aligne 2 points d'achoppement. Ouais, au auquel qui- terminez vite. Il y a aussi, Cédric l'avait dit, on signe un accord d'une densité appréciable, mais sans chronogramme. On fait quoi quand? Qui fait quoi? Pendant quel moment? Silence total. Voyez-vous? Alors, au regard de tous ces écueils, vous avez suivi, juste après la signature, le président Trump s'est porté garant de cet accord. Il faut exercer des pressions sur Kagame et son AFC-M23 pour qu'on respecte les cessez-le-feu et retirer les forces rwandaises de la RDC. C'est très important. Retirer les troupes, faire pression sur Kagame. Je vous ai démontré sur le plan de la rhétorique que Kagame est dans une posture toujours belliciste, marquée par une incertitude. Et là encore, je pose la thèse de John. Il faut investir dans les FARDC. Je salue le travail, comme vous avez dit, de la commission ECOFIN, de l'Assemblée nationale. Non, les propositions sont venues du gouvernement. Avec l'augmentation, tout à Ouais, fait. les propositions sont venues du gouvernement. L'augmentation du Et les budget. COFIN est en train d'en examiner. En faire L'augmentation un du examen budget de la approfondi. défense, mais Oui. comme a dit John, ça ne suffit pas. Le vrai enjeu, c'est au niveau des assignations. On peut acheter des armes lourdes, on peut faire de l'équipement formé. Ici, il me revient de rappeler qu'il L'humain. est important de motiver L'humain. le capital humain militaire. Oui. Il ne suffit pas de nous dire que la solde des militaires a été doublée. C'est insuffisant. Moi, je crois qu'il faut même quintupler la solde des militaires. Pourquoi je l'ai dit? Médard et le reste, il est en train peut-être de Non, sourire. ne vous occupez pas de Médard. Ce pays Ne peut vous occupez faire, pas de Médard. je mets Ouais. quiconque à défi, ce pays peut fonctionner même une année sans parlement, mais pas sans armée et force de défense. On peut mettre ces parlements entre parenthèses, mais si nous continuons d'exister en tant que République démocratique du Congo, c'est à cause d'un corps. Mais chaque qu'on appelle institution, nos- chaque institution joue son rôle. Oui, mais je martèle sur le fait que ceux qui ont juré de verser leur sang, d'aller jusqu'au sacrifice Nous suprême, sommes d'accord avec vous. oui, Oui. il faut augmenter la solde des militaires et même leur donner beaucoup de primes. C'est très important. Est-ce que Kagame n'est pas mis devant un fait accompli avec la signature de cet accord? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Moi, je crois que Kagame, on le connaît. Kagame est marqué par les bellicismes et c'est la thèse que j'ai toujours défendue ici. On signe l'accord, les modalités d'application pas encore mises en place. Il dit en cas d'échec. Il est dans ce schéma-là. Il est dans ce schéma. C'est pourquoi j'exige de sanctions en cas d'échec et à ce stade ici, vraiment des pressions diplomatiques sur Kigali, sur Kagame même comme individu et toute la chaîne de commandement. Parce que même ceux qui ont fait la linguistique, la rhétorique et même la pragmatique de la communication ne vont pas me défier. Ces propos font profiler l'incertitude. Kagame ne gagne rien avec un Congo pacifié, un Congo calme. Pendant que les décors étaient plantés à Washington pour signer cet accord, non loin de Kamanyola, c'était les affrontements armés entre les forces loyalistes et le supplétif de AFC M23. Comment pouvez-vous juger ce comportement, Médard? Mais ça saute aux yeux. Pendant 30 ans, Kagame n'a prospéré qu'à travers le pillage. Et donc, la coopération ne l'intéresse pas. Non. Il sait qu'il a fait plus de gains au travers des actes de pillage, au travers des actes de violence. Il sait déjà donner l'identité. Il sait très bien que si on normalise des relations, il y a des actes qu'il ne poserait plus. Alors il faut profiter
de ce moment pour encore... Il tenait absolument à prendre Ouvira. Oui, mais justement, c'est énorme. Pour forcer davantage de négociations, pour davantage gagner. Être en position de force. Être en position de force. Et c'est tout ce qu'il a vécu. Donc ne lui demandez pas, lui qui a vécu pendant 30 ans, avec la même mise sur la République démocratique du Congo, avec la même mise sur l'économie, la même mise sur les services de renseignement, la même mise sur les acteurs politiques. Au Rwanda, il y a le service de renseignement, il y a un bureau qu'on appelle DESC Congo. Au sein du service de renseignement rwandais, il y a ce qu'ils appellent... Qui s'occupe de la République démocratique du Congo. Non seulement il s'occupe de la République démocratique du Congo, il s'occupe du recrutement du personnel congolais et du discours. Lorsqu'on veut mettre le Congo à mal, quel est l'acteur politique que nous pouvons utiliser? Quel est l'acteur de la société? Comme ça en est le cas aujourd'hui. Mais bien sûr, donc le Rwanda est arrivé à construire l'anthropologie de l'acteur politique congolais. Donc, tous ces acteurs politiques, tous ceux qui prennent la parole, sont déjà fichés au niveau du service rwandais. Et à chacun, on attend de toi, tu devras dire ceci, toi, tu devras dire ceci, tu devras aller dans ce sens. Et ce sont les Congolais qu'on utilise. Mais justement, comme ça. Dans la plupart des cas, lorsque vous entendez des acteurs politiques congolais de premier plan parler, en réalité, ils donnent l'impression que c'est eux qui parlent. En réalité, ils sont parlés. Parce qu'ils reprennent le discours qui vient d'ailleurs. C'est cette mentalité qui a fait qu'il a déjà formaté un certain nombre d'acteurs. Et vous n'allez pas lui demander facilement de se retirer. Il faut du temps pour qu'il réalise que ça. Mais le plus intéressant, c'est que pendant 30 ans, il a dit non, je ne suis pas là. Mais vous n'êtes pas là, mais vous avez signé à quel titre? Vous n'êtes jamais là. En 30 ans, il n'a jamais été là. Mais il demande de ne pas rouvrir l'aéroport de Goma. Voilà. Pendant que le Goma, c'est en République démocratique du Congo. Alors que lui aussi n'est pas là. C'est pas possible. Son armée n'est jamais là. Mais quand il s'agit d'ouvrir l'aéroport, il a des propos. Lorsqu'on l'invite à signer un accord, il vient signer, monsieur, madame, vous avez signé en quelle qualité? Puisque vous n'êtes pas là. Cédric Kenina, avant que John Nwabika ne puisse prendre la parole, parce que je le vois insister, quelle chance donnez-vous à cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda? Nous sommes dans l'obligation, nous en tant que Congolais, parce que nous sommes victimes, voilà plusieurs décennies, d'une guerre injuste. Et l'attitude tout à fait naturelle pour nous, la posture naturelle pour le Congolais, serait d'appeler de tout notre vœu, d'œuvrer pour la paix, de s'engager résolument, comme l'a fait le président de la République dans son discours, pour que la paix soit effective dans la partie est du pays. Ça, c'est nous, Congolais. Pour le Rwanda, Médard l'a dit, ils n'ont aucun intérêt pour la République démocratique du Congo, pour que nous soyons finalement en paix. L'objectif pour ces multinationales qui pullulent derrière le Rwanda et les mains puissantes qui sont derrière, le pape l'a dit, le pape François, paix à son âme. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Et je crois que cette signature avec Donald Trump, c'est vrai, une chose est vraie qu'il y a des ratés, on l'a soulevé tout à l'heure, dans la mise en œuvre de cet accord, on sent qu'il y aura des pesanteurs énormes d'ailleurs, mais cela ne diminue en rien l'action posée, l'acte posé par le président Donald Trump, parce que aucun pays au monde n'a songé à mettre autour d'une table d'un côté Félix-Antoine Tshisekedi et de l'autre Paul Kagame. Non, l'émir du Qatar l'a fait. L'émir du Qatar l'a fait. Ça a échoué en Angola. C'est pratiquement des processus qui se font avec concomitance. Et il y a un canal de relais entre les deux. Et en dehors de ça, on a vu l'Union européenne qui a été démasquée comme étant receleur des produits, des minerais critiques venant de la République démocratique Congo, qui visiblement est en marge et en retrait et observe maintenant le processus. Emmanuel Macron a essayé de récupérer la balle en avec sa conférence sur la crise humanitaire. La crise humanitaire, oui. C'est vrai, tout ce qui est fait au profit de la République démocratique du Congo, nous acceptons, mais cela est vu aussi sous le prisme
d'une sorte de récupération politicienne de la part de la France, notamment d'Emmanuel Macron, qui se retrouve apparemment en marge du processus, de la même manière avec ce qui se passe en Ukraine et la Russie. On a vu la manière dont Donald Trump est allé plus vite que tout le monde pour faire des propositions concrètes en vue de mettre fin à la guerre, quand bien même que ce sont des propositions extrêmement discutables qui portent atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays qui est l'Ukraine. Mais du moins, il a fait les premiers pas et il a fait montre de sa bonne volonté pour mettre fin à un conflit sanglant, parce que les gens meurent tout le jour. La Russie bombarde au quotidien l'Ukraine, et chez nous, c'est presque le même schéma avec le Rwanda, quand même les motivations ne sont pas les mêmes. De l'autre côté, c'est de la géostratégie. Chez nous, c'est de la prédation pure et simple que le Rwanda cherche à exercer sur la République démocratique du Congo, et on tue le Congolais au quotidien. Des bombes, vous l'avez vous-même souligné, tirées à partir du Rwanda. Quand ça ne va pas en interne, on n'arrive pas à avancer, on tire à partir du Rwanda. Donc c'est ce qui se passe malheureusement sur le théâtre des opérations, et nous pensons, les amis l'ont dit, nous devons finalement avoir une armée forte, parce que au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, nous ne pouvons pas faire confiance à l'accord qui est signé. Très bien. Quand bien même qu'avec toute la bonne volonté du monde, la République démocratique du Congo s'engage, mais ce n'est pas une garantie immuable sur le terrain pour mettre fin définitivement. John Wabika, au cas où, parce que je ne vois pas la RDC n'est pas respectée à cet accord, d'ailleurs c'est le fruit des efforts conjugués ou menés par le président de la République au travers de sa diplomatie, mais j'ai dit au cas où le Rwanda ne respectait pas cet accord, qu'est-ce qui va arriver? C'est prévisible, parce que la signature d'un accord de paix n'est que, vous allez me comprendre, la suspension des hostilités. Ce n'est qu'une suspension, ça peut rebondir à tout moment. C'est pas la fin? Non. De par l'expérience du passé, de par l'expérience, même nos officiels congolais qui savent, ils ont clairement communiqué. Alors, au cas où le Rwanda ne respectait pas? Alors, moi, je voudrais vous répondre en complétant ce que Moufoueg avait soulevé ici, qui est autre obstacle serait les FDLR. Non, les FDLR ne relèvent d'aucune responsabilité congolaise. Aucun expert du système des Nations Unies a prouvé avec de pièces à conviction... Que les FDLR étaient une menace pour le Rwanda. Non, pas seulement ça, mais prouvé avec pièces à conviction, comme on le prouve, et que le M23 sont des supplétifs le supplétif du Rwanda. Oui. Il n'y a aucun rapport qui prouve que le Congo, en tant que gouvernement, plutôt le gouvernement congolais, se sert des FDLR pour fragiliser la sécurité du Rwanda. Aucun rapport. Ce n'est que des déclarations unilatérales de Kigali. Ce qui fait que la responsabilité des démantèlements, désarmements, même neutralisation, des FDLR, c'est à 90% une responsabilité du Rwanda. Si le Rwanda a tout intérêt de pouvoir neutraliser les FDLR, à part le fait qu'il contrôle déjà des zones où les FDLR sont supposés se retrouver, mais ils pouvaient partir par des mécanismes comme les FARDC le font avec les UPDF, parce que l'Ouganda s'est senti menacé avec les EDF de Nalou. Oui. Finalement, il y a eu l'officialisation des opérations. Il y a eu des opérations conjointes qui sont d'ailleurs en cours. Mais pourquoi le Rwanda ne peut pas le faire? Pour vous dire que c'est un prétexte pour signifier même la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, oubliant que le fait de traverser la frontière sans un mécanisme sécuritaire, c'est déjà une violation territoriale. C'est aussi même le fait de pouvoir se prononcer sur la rouverture de l'aéroport de Goma, c'est saper sur le droit international humanitaire. Oui. Et tout ça, ça se passe, ce que les confrères ont dit ici, l'hypocrisie de la communauté internationale, qui connaissent tout ce que nous disons ici. Ce sont eux qui sont dans tout le grand mess du monde pour élaborer tel mécanisme qui sont finalement ratifiés. C'est que les FDLR ne relèvent d'aucune responsabilité de la RDC pour leur rapatriement, pour leur neutralisation. Pourquoi? Les filles, nos sœurs, nos mères, le vieillard qui sont violés, ce ne sont pas des Rwandais qu'on viole. Les FDLR
qui commettent des crimes de génocide, ils les commettent sur les seuls Congolais. Je pouvais bien comprendre ces rhétoriques du président rwandais si les experts des Nations Unies qui ont présenté le rapport sur la collaboration, la PGM-23 par les forces de défense rwandaises, Rwandan Defense Forces, s'ils pouvaient faire le même rapport sur les FDLR. Nullement on l'a dit. Donc, les Congos payent un lourd tribut du fait, tout simplement. Et son hospitalité. Non seulement de l'hospitalité, parce que les gens se sont réfugiés sur son territoire et dans des zones enfouies de la nature. C'est ça justement l'hospitalité. Alors, c'est que même la grande mission de l'ONU, la MONUSCO, devait faire, parce qu'ils connaissent que le prétexte c'est la présence des FDLR qui sont présentés comme des génocidaires rwandais, donc Kigali n'est pas déjà favorable au rapatriement des FDLR parce qu'on les considère comme des hommes à battre, parce qu'ils sont génocidaires, c'est que tous ces systèmes, que ce soit les HR, que ce soit la MONUSCO, devaient travailler, qui ont toute la logistique du monde, sur la traque des FDLR et le rapatriement. Très bien. Alors, donc ça relève nullement de la responsabilité. Mais pour répondre, ça j'appuyais... vous n'avez pas encore répondu? Non, pour répondre, si vous avez dit en cas de non-respect. En cas de non-respect. Mais en cas de non-respect, Blaise, si nous sommes arrivés à la signature des accords X ou Y, c'est parce que quelque part, il y a ce besoin de la réorganisation de l'armée. Si on a une armée qui existe, on connaît le faiblesse de l'armée, on parle de l'infiltration, on connaît tout ce qu'il y a, et alors il y a opportunité, comme on a signé un symbole diplomatique, il faudrait prendre maintenant le temps de remettre à jour, si vous me permettez, la logistique des FARDC. Non, nous avons une armée, John. Il y a peut-être quelques petites choses à faire, non, mais l'armée, non, attends, l'armée est là. L'armée est là, organisée, structurée. Il y a eu même des recrutements. S'il n'y avait pas un besoin, des jeunes gens qu'on a envoyés dans les centres de formation militaire. C'est l'exemple que j'allais prendre. C'est l'exemple que j'allais prendre, Blaise, pour justifier ce que j'ai dit. Mais ne nous dites pas qu'il n'y a pas d'armée quand même. Je n'ai pas dit ça non plus. Nullement je le dis. Parce que si je dis qu'il y a besoin de réorganisation de l'armée, sinon le président n'allait pas faire des appels massifs aux jeunes de pouvoir intégrer l'armée. Le président, c'est le premier citoyen qui a tout le renseignement de la République. Donc, il connaît que face aux enjeux actuels, l'armée que nous avions sous Mobutu, sous la phase, le DSP, aussi de suite, n'ont plus l'âge. C'est que quand je dis, il y a... Non seulement l'âge, mais on a détruit cette armée. Vous parlez de l'infiltration. C'est pourquoi je dis, détruit cette armée. Ce sont des éléments qui justifient... Des brevetés d'état-major, voilà. Des techniciens d'état-major. Pourquoi? Détruits. Parce que dans les services de l'État, ceux qui ont une mission régalienne d'assurer l'intégrité territoriale du pays, c'est justement l'armée. C'est justement l'armée. Parce que les accords, comme je dis, c'est les accords de paix n'est qu'une suspension des hostilités, lorsque l'autre partie qui vit que de ça, ou lorsque partie qui exige que ça, nous avons l'opportunité, je dirais pour la première fois sur les 14 accords que j'ai parcourus, qu'on ait au moins ces débats, parce que c'est rendu public. Il y a eu des accords qu'on a signés, même des accords économiques, qu'on connaît ni les tenants ni les aboutissants. Même les sénateurs, par moment avec la BAD, s'en plaignaient. Mais aujourd'hui, pourquoi on en fait un débat? Comme les choses sont clarifiées, c'est une opportunité de penser le plan B, comme vous le dites, parce qu'on est face à un partenaire qui n'a pas l'intention de faire une paix durable. Qui n'est pas sincère. La sincérité, c'est encore bien, Blaise, du fait que... Voilà, il est imprévisible. Il peut créer un autre prétexte, justement pour dire que nous sommes un régime sécuritaire. Et nous venons des génocides, on a juré plus jamais ça, alors nous devons nous rassurer de tout ce qui se passe dans le pays. Très bien. Donc l'armée, seule armée, équipée, formée, actualisée, dotée de tout ce qu'il y a comme technologie, mais au besoin aussi de rendre ces services obligatoires. Ces services obligatoires, ça va nous éviter tout ça. On aura ce civisme, ce patriotisme, mais aussi on aura beaucoup de réservistes. C'est ça. J'ai suivi une information en France aujourd'hui. On demande aux jeunes de faire l'armée. Hein, ne serait-ce que pendant une année. Et puis, ils peuvent aller s'occuper d'autres choses. Vous allez prendre la parole, Mesdames Bouyal Mangal. À l'instar des clergés ou des princes des églises ou de l'église ici au Congo, pourquoi les clergés rwandais ne déclarent-ils pas et qu'il y ait dialogue inter-rwandais entre le régime de Kagame et le FDLR qui constitue pour eux une menace pour le Rwanda? Blaise, il faut le dire clairement, publiquement,
que le Rwanda n'est pas un espace public de discussion. Est-ce que vous connaissez un opposant rwandais qui vit au Rwanda, qui intervient dans les médias? Ok. Même les médias internationaux de propagande. On les a poursuivis même là où ils y étaient. Maintenant, même au niveau des médias internationaux de propagande, est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a donné la parole à un opposant rwandais? Ne serait-ce qu'au FDLR. Ils ne parlaient pas, ils sont dans la nudité, c'est pas pourquoi. C'est cela. Donc, le régime du Rwanda, c'est le régime du silence. Ça n'a pas de pareil avec ce qui se fait en République démocratique du Congo. Vous avez déjà entendu un évêque rwandais parler? Vous le connaissez? Il porte quel nom? Mais les nôtres sont connus. Mais justement parce qu'ils sont au service. Parce qu'ils rendent service. Quand on est en train de rendre service, bon, il faut répondre aux besoins. Alors, les grands mouflons n'est pas d'accord avec oui, vous. Hein? Ils peuvent ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de commune mesure entre ce qui se fait en République démocratique du Congo et avec le Rwanda. C'est deux systèmes tout à fait différents. Et alors, donc, d'abord, qui a la possibilité de prendre la parole? Qui prend la parole? Personne. Qui prend la parole? Personne. Alors, maintenant, tout ce qu'on peut imposer, c'est de construire. Et peut-être, tout ce qu'ils ont, c'est la force d'anticipation. Et pour anticiper, au lieu que le débat ou le dialogue ait lieu chez eux, ils préparent les Congolais à jouer un autre rôle. On fait jouer aux Congolais des rôles. Mais le Rwandais, entre les Rwandais et les Congolais, pendant 30 ans, il y a eu combien de dialogues au Rwanda? Et vous avez l'art d'oublier. Il y a eu ce qu'on a appelé... Qui a l'art d'oublier? Nous les Congolais, ok. Le massacre de Kibéo. Dans les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé les apparitions de la Vierge Marie à Kibéo, qui a révélé qu'il y avait le sang. Il y avait un lac de sang à Kibéo. Mais lorsque le père a pris le pouvoir... Il est parti de Kagame. Oui, bien sûr. La paire, je dirais même, quand la paire a pris le pouvoir, arrivé à Kibéo, on a tiré dans les foules. À Kibéo, en 1994, on a tiré dans les foules. Et les yeux des gens se sont ouverts. La Vierge nous avait prévenu qu'elle voyait le lac du sang. C'est un régime du sang. Alors maintenant, si nous voulons copier le régime du sang, et nous allons utiliser le sable pour couvrir le sang. Vous voyez, c'est ça cette tendance de vouloir effacer la conscience nationale. Alors, donc, au niveau de certains nombre d'acteurs congolais, on travaille plutôt pour détruire la conscience nationale et donner la parole aux sanguinaires, des mecs qu'on va présenter comme des saints. Faisons d'abord un focus. Merci, Médard. Faisons un focus sur Donald Trump. Ce n'est pas la première fois qu'il est à la tête des États-Unis. Son premier mandat, pratiquement, il avait oublié l'Afrique. Ça, il faut se le dire. Mais le deuxième mandat, il y a quand même une attention particulière en République démocratique du Congo. Il s'est impliqué personnellement. On a vu les jours de la signature de l'accord, comment il était très détendu, hein, Donald Trump. Nous sommes dans la symbolique. Il prononce les discours. Kagame le fait. Le président Tshisekedi le fait. Mais quand Kagame l'a fait, Donald Trump est rentré s'asseoir. Et c'était juste tendre la main à Kagame. Hein? Il n'a placé aucun mot. Mais quand Félix Tshisekedi a terminé son discours, Donald Trump s'est mis debout pour saluer le président Tshisekedi. Et il y a eu même des accolades, mais il a soufflé quelque chose au président de la République. Nous ne sommes pas spécialistes dans l'analyse du langage, pas le langage ouvert, mais les grands spécialistes en cette matière, peut-être qu'ils peuvent décortiquer ce que Donald Trump a soufflé au président Tshisekedi. Comment vous aviez trouvé Trump dans ce dossier de la République démocratique du Congo, c'était Kenina? Je crois qu'on ne doit pas se tromper parce que l'Amérique de Trump, c'est la diplomatie d'argent, c'est les affaires qu'on met sur la balance. Les sourires, ce n'est pas un sourire gratuit parce que Trump envisage derrière pas l'accord, parce que l'accord, ce n'est qu'un élément d'un processus beaucoup plus grand
qui va aboutir à un deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique et non le Rwanda, c'est tout à fait normal qu'il affiche un large sourire à Félix Tshisekedi et un sourire un peu feutré à Paul Kagame. La symbolique paraît tout à fait équilibrée. Donc, Donald Trump, qu'on ne se trompe pas, c'est quelqu'un qui met en avant-plan les affaires et en avant-plan également American First, d'abord les États-Unis d'Amérique, les restes après, et il trouve à travers la République démocratique du Congo une opportunité, une sorte de débouché pour le monde des affaires américain de prendre pied et de ne plus laisser de l'espace aux Chinois et aux Russes, parce que tel que les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale avaient dessiné l'Afrique, vous avez l'Afrique de l'Ouest entre les mains de la France et ses alliés, vous avez l'Afrique centrale, à l'époque on disait que Mobutu c'était les bras séculiers de la CIA, et l'Afrique du Sud également, vous avez avec les Boers, tous ces mondes, les Hollandais, l'Angleterre, tout ça, c'était de cette manière qu'ils avaient partagé l'Afrique. Mais on avait comme l'impression que l'Amérique avait tout perdu et que la France, récemment, a presque tout perdu. Il n'en reste que la Côte d'Ivoire et les restes. Vous avez tous ces pays sahéliens qui se retrouvent autour d'une nouvelle organisation qu'ils ont mis ensemble pour les pays du Sahel. Et c'est la République démocratique du Congo qui était restée comme étant la seule grande plateforme neutre. Parce que nous n'avions plus les Russes chez nous, pas des Russes, pas des communistes, mais nous n'avions pas également l'Occident avec nous. C'était pratiquement la Chine qui était dans toutes nos mines. Et l'Amérique ne pouvait pas laisser cette situation pendant longtemps, pendant que le monde traverse une période charnière. Le monde a plus besoin de minerais critiques. Et ces minerais critiques, on en trouve en quantité industrielle en République démocratique du Congo. Donc c'est une occasion, c'est une aubaine pour l'Amérique de saisir cette opportunité. Et venir pour travailler dans un partenariat gagnant-gagnant avec Félix Tshisekedi. Oui. Mais là où ça cloche, on vient, là vous ouvrez directement la brèche du volet économique. Pas encore. Pratiquement, c'est ça. Là où ça cloche, c'est le fait que on est toujours dans la symbolique. Voyez un peu les différents discours des chefs d'État. Moi, j'ai vu les Burundais sourire comme pas possible. Et je me suis posé la question, est-ce que le Burundi faisait partie finalement de ces deals? Vous avez vu l'Angola, qui a joué un rôle, ça c'est vrai. Le Kenya. Le Kenya. Sa duplicité, c'est connu de tous. Avec le Rwanda. Mais on a vu tous ces mondes sourire derrière le président Trump. Et le président Trump... C'est un sourire sincère? Ça, je ne sais pas, mais apparemment, on parle des affaires. Le président Trump l'a dit. On va s'enrichir, on va se faire de l'argent. Moi, ça m'a fait froid dans le dos parce que le Congo a saigné pendant très longtemps, plusieurs décennies. Et il faut penser d'abord à repenser ses plaies parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça tire tous les jours. Mais voir le président Trump, c'est vrai qu'il a fait un travail formidable. Dire qu'on va se faire de l'argent et le président burundais, le président burundais est en train de sourire derrière. On va se faire l'argent, ça veut dire quoi? Oui, mais les on là, c'est pas déterminé. Qui sont ceux-là qui vont se faire de l'argent? C'est réciproque. Mais quand vous prenez la photo, vous verrez derrière le président kenyan, le président burundais qui sourit, le président angolais qui sourit. Et nous, Congolais, ça nous fait peur quelque part. C'est pour cela que nous voulons. Non, on est vigilants. Nous voulons avoir des garanties. On est vigilants. Et nous devons rester vigilants face à ce qui va se faire par la suite. Oui, on veut la paix, mais dans la vigilance, même pour ceux qui viennent exploiter ou investir en République démocratique du Congo, nous avions dit ici que c'est dans un partenariat gagnant-gagnant. Allez, on ouvre le chapitre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez placer? Oui. Allez-y. On ne peut pas terminer ces chapitres liés à la paix sans fixer deux éléments, puisqu'on est dans la symbolique. Regardez la qualité et les statuts des témoins de cet accord. C'est une dimension très importante. Sont-ils des témoins simplement? Qui est Ruto? Qui est Ndayishimiye? Qui est Lorenzo? C'est-à-dire, la crise congolaise
a non seulement une dimension régionale, mais aussi internationale. Ça, c'est de un. De deux, la crise congolaise peut être congolaise, mais avec des raisons liées à la sous-région. À ce niveau, je voudrais rappeler que la paix qu'on veut pour bien faire le business, les affaires, doit être une co-construction. Nous ne sommes pas auteurs de FDLR, ce sont des Rwandais. Autant qu'on nous a exigé de discuter avec les M23 à Doha, par équité, autant on exigerait ça au Rwanda. Avec les FDLR. Autant que nous discutons à Doha avec les M23, on exigerait autant à Kaguta Museveni, oui, avec les ADF des FDLR, oui, qui créent l'insécurité à l'Ituri. Ce ne sont pas des Congolais. Les ADF, ce sont des sujets ougandais. Les M23, c'est du Rwanda. Donc, au nom de l'équilibre, parce que cette paix... Les FDLR aussi, c'est du Rwanda. C'est le Rwanda. Oui. Donc, ça doit être une co-construction. Il ne suffit pas de pacifier les Congos. Vous allez pacifier les Congos, mais l'activisme des ADF, l'activisme des M23 qui peuvent reculer des FDLR, viendra encore menacer ou mettre en péril la paix. Le dernier élément, c'est deuxièmement, il faut répondre aux internautes, à beaucoup de compatriotes, c'est très important. Vous avez suivi? Qui ont dit quoi? Il y a des gens qui ont dit que la ratification de ces traités de paix n'a pas respecté la Constitution. Non. L'article 213 de la Constitution reconnaît au président de la République la compétence de signer des traités de paix. Seulement au niveau de l'article 214 de la Constitution, il faudra prendre une loi au niveau du Parlement pour essayer de finaliser ces processus de ratification. Je crois que le président Boji s'est exprimé là-dessus. Ça va venir parce qu'il faudra entériner par une loi qui sera adoptée pendant la plénière. Ça, c'est très important. Pour votre gouvernement, le président de la République va s'adresser, va faire l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, sauf au changement de dernière minute, mais en tout cas au début de la semaine prochaine, il sera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour faire l'état de la nation. Et nous osons croire qu'il y aura une part belle et réservée aux efforts fournis pour qu'on puisse aboutir à cet accord qui sera mis à la portée des honorables députés et sénateurs. Allez, avant de prendre les réactions, prenons le volet intégration économique et régionale. Est-ce que nous pouvons travailler en ordre dispersé avec le Rwanda, où nous sommes obligés de conjuguer nos efforts ensemble, être en parfaite harmonie, en étroite collaboration sur le plan économique avec le Rwanda? D'abord, nous avons trois projets majeurs qui nous unissent. Il y a le barrage des Ruzizi, nous avons le gaz du lac Kivu, et nous avons le parc de Virunga. Allez, on commence par qui? Mesdames Bouyal Mangal. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ces projets existaient déjà même du temps de la CPGL. Oui. Il y a eu même à Goma la BDGL, la banque pour des États. Les États de la sous-région de Grand Lac. Tous ces projets étaient avancés. Et elle n'existe plus? C'est le Zaïre qui a été le grand financier de cette banque. Des projets de la CPGL. Oui. Et donc, ce n'est pas de la nouveauté que Félix Tshisekedi, dès la prise de pouvoir, ait voulu commencer par là. Il savait. Mais seulement, comme les Rwandais, c'est des malins, c'est des menteurs, ils sont des prédateurs. Lorsque vous travaillez avec des prédateurs, le premier discours qu'ils vous prononcent, il est faux. Un prédateur ne dit pas la vérité. Toujours des agendas cachés. Toujours des agendas cachés. Et ce qui a fait que le Rwanda s'est consolidé dans le mensonge. Et surtout que le mensonge était couvert par la communauté internationale. Ce que nous sommes en train de regretter. Nous ne devons rien attendre de l'Union européenne parce que c'est l'Union européenne qui reçoit des minerais volés, pillés en République démocratique du Congo et à son tour va vendre à la Chine. Voilà pourquoi Trump est trop sévère vis-à-vis de l'Union européenne. Parce qu'il veut leur dire, vous participez au pillage de la RDC. L'Union européenne sait. Alors, toutes les agitations de Macron, il veut cacher. Macron veut venir au secours du Rwanda. Comme la France est redevable. Attendez. Comment? Vous dites quoi?
Macron vient au secours du Rwanda. Ah bon? Et la France est redevable vis-à-vis du Mais Rwanda. Rwanda. C'est Alors, de c'est ainsi que l'histoire. tous les actes que la France fait, c'est venir s'humilier, s'agenouiller devant Le le Rwanda. Rwanda. Imaginez que vient faire un secrétaire général de la francophonie, mais d'origine rwandaise. Qu'est-ce que ça vient faire Qui a dans la quitté, francophonie qui a quitté la francophonie? Pour un pays anglophone. Hein? Qui a quitté la francophonie? Mais il Alors, dirige la francophonie. Justement, comme la France n'a rien à donner, et la France est prête à tout donner, et surtout avec Macron à la tête. En voulant tout donner, bon, on montre plusieurs stratégies à la fin. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose que nous puissions gérer collégialement ces projets intégrateurs, l'électricité, le gaz et la faune et la flore? Selon mes sources, Blaise, les débuts du deal RDC-États-Unis sur les minéraux ne concernaient pas le Rwanda. Ce sont les États-Unis qui ont rappelé les Rwandais sur la table de négociation. Mais on va être stratège et puis pragmatique. L'approche de l'intégration économique a comme explication le fait que ce sont les minéraux ou les ressources naturelles qui constituent les casus belli de l'instabilité en République démocratique du Congo. Tout le monde C'est pour dire tout le que monde n'a pas fait le latin. Hein? le casus belli veut Oui, dire oui. la cause de la Ah guerre. oui, alors, parlez de Voilà. ça, Donc, comme ça les téléspectateurs vont comprendre. Tout à fait, Oui. mais le latin francisé si vous voulez, mais on referme la parenthèse. Donc on nous fait la guerre à cause de minéraux. D'où la solution, l'intégration économique. Mais Médard aime bien l'histoire, mais je crois que c'est avec raison. Dans l'histoire, je donne seulement un exemple. Deux nations, rivales, voisines aussi, qui se sont combattues, mais pour tempérer les ardeurs de l'un et l'autre, on a fait cette solution et ça marchait. Il s'agit de la France. La France et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Oui, Voyez-vous? oui. Mais si on nous fait la guerre, si on nous déstabilise à cause de ces richesses, l'une des solutions passe par l'intégration. Même si c'est une solution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, les gens disent ce qu'ils disent, mais je crois que c'est l'une d'approche. Félix Tshisekedi l'a tenté, ça c'est la deuxième fois, mais cette fois au moins, c'est le monde entier, notamment la superpuissance mondiale qui se porte garante. Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un élément nouveau. Et si les États-Unis veulent faire de bonnes affaires, il y va de leurs intérêts que de voir le Congo pacifié, sécurisé. Parce que les affaires n'aiment pas les bruits de bottes, Blaise. C'est comme ça qu'il faut comprendre le propos d'un Donald Trump qui dit, par exemple, c'est lui qui osera. Il nous verra sur son chemin. On ne peut pas faire les affaires là où il y a l'insécurité. Vous voyez, les Rwandais peuvent gagner, nous aussi nous gagnons. Et j'aime donner la symbolique des témoins autour de l'accord de Washington. Ruto, Ndayishimiye, Lorenzo. Museveni. Un Congo réconcilié, un Congo intégré économiquement, profite à la sous-région, à la région, au continent. Voyez-vous? Mais un Congo en insécurité, déstabilisé, devient un obstacle à l'intégration africaine, à l'intégration régionale. Très bien. Donc tout le monde a intérêt d'aider le Congo à être pacifié pour jouer son rôle. Vraiment des colonnes vertébrales, selon la conception de Frantz Fanon, être le revolver d'où partirait l'impulsion du développement de toute l'Afrique. Très bien. Le marché congolais est ouvert à tout le monde, y compris au Rwanda, pourvu que les normes et les règles soient respectées. À la place d'aller piller, si vous voulez exploiter par exemple de l'or ou du coltan, passez par les structures étatiques, n'est-ce pas? Et puis vous y allez, et puis ça passe par les circuits officiels. Je crois que c'est ça. Le Congo n'a jamais fermé son marché, même pas au Rwanda. Mais il suffit de respecter les règles. Alors, John Wabika, ces projets, les trois là qu'on a cités, même s'il y en a encore d'autres, intégrateurs pour le développement ou l'intégration économique au niveau de la région, vous ne trouvez pas que c'est important? Bon, et je crois que ce sont des projets, j'allais dire, hein, mais s'il faut paraphraser Kaikwamba, j'allais dire sans objet du fait que les projets intégrateurs et une suite logique justement de la paix effective sur le terrain.
Et aucun investisseur peut venir sans connaître ça, et surtout des politiques congolais, là où il y a l'insécurité. Et le président a donné parmi le préalable, avant de passer sur ces caps, ce n'est pas lui qui l'a dit, mais sauf que lorsqu'il y a le respect sérieux des engagements, le retrait des troupes rwandaises, notamment le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, et c'est que la suite logique, on ne peut pas parler de l'intégration économique sans parler de la relance des activités économiques locales. Ça veut dire la relance des économies locales veut dire également le retour des réfugiés. Ou le retour des réfugiés veut dire la garantie et du droit humain et la garantie de la sécurité, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État. C'est-à-dire le M23 ne peuvent pas assurer la sécurité des populations, ça existe nullement au monde, où les rebelles doivent assurer la sécurité, ça n'existe pas. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faudrait effectivement, comme Kaikwamba a dit, si nous trouvons qu'il y a blocage, nous savons qu'il y a de l'influence sur qui. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est le commandement, Blaise. Vous êtes mieux informés. L'armée, c'est le commandement. J'ai grandi dans un camp militaire. Je l'ai dit à propos. Je suis le fils d'un militaire. L'armée, c'est le commandement. On ne peut pas voir les M23, on ne peut pas voir... Moi, je crois que, même ce que Tshisekedi a dit, la paix de braves, que nous deux ici, on peut terminer. Il savait ce qu'il disait. C'est que tout ce qui a mené jusqu'à Washington, on ne peut pas dire que au niveau de l'Afrique, ça a échoué, non. Parce que l'accord de Washington reprend tous les processus régionaux qui sont incorporés là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau africain, même le projet intégrateur, c'est prévu. C'est même la colonne et de comment on appelle le pilier de l'EAC. La construction des infrastructures et le partage des données, des informations. Comment dire John Wabika, on est au niveau du volet intégration économique. Mais vous revenez encore sur... Non, l'intégration économique, oui, justement, Blaise, veut dire réhabilitation, construction des infrastructures. C'est ça l'intégration. L'intégration économique, par exemple, nous avons les Maziwa, le lait pressé, qui fait commerce entre les deux pays depuis longtemps. D'ailleurs, moi, je ne comprends jamais pourquoi on doit nous créer cette méfiance entre population rwandaise et population congolaise. Non, il n'y a pas. Le débat, ce n'est pas à ce niveau. C'est pas ce niveau. Le président a toujours dit que la RDC n'a pas de problème avec la population rwandaise. Hein? Il en est de même. Quand vous arrivez, par exemple, à Goma, la grande ou la petite barrière, ce sont des maisons qui se donnent le dos. Vous comprenez? On a grandi comme ça. Il n'y aura jamais, des distorsions entre nous et la population. Le problème, c'est l'origine de Kagame qui en fait un problème. Nous, on n'a jamais eu de problème avec la population rwandaise. Pour s'attaquer... jamais alors au grand Comme vous avez dit, pour s'attaquer à la gestion commune de certaines ressources naturelles. Blaise, d'une manière informelle, c'est la pratique de tous les jours. Hein. Les gorilles des montagnes qui quittent Virunga, traversent le Rwanda, ainsi de suite. L'accord vient justement formaliser. Il est question de respecter les engagements. Comment on va dire, hein, comme je dis, hein, vous avez parlé de l'intégration, mais l'intégration économique, je vous ai dit ici, Blaise, est tributaire de la paix effective sur le terrain. Aussi longtemps qu'il y aura la présence des groupes armés étrangères, la présence du M23, des forces d'insurrection qui s'opposent au régime en place, je ne vois pas, vous Blaise, vous êtes réfugié au Rwanda, au Burundi, au Kenya, prendre vos enfants et rentrer parce qu'il y a un accord qui venait d'être signé qui prévoyait le volet intégration économique. John, il y avait quand même une certaine philosophie dans la démarche de cette émission. On a commencé par la paix et sécurité et on est au niveau de l'intégration. On ne peut pas faire des affaires quand il y a bruit de bottes. Quelqu'un l'a dit autour de cette table. Vous comprenez? Alors, nous saluons les efforts fournis pour qu'il y ait la paix, mais alors nous saluons aussi les efforts fournis pour qu'il y ait cette intégration économique. Alors dans les respects mutuels. C'est ce que je dis, Blaise. La difficulté, c'est vrai, le mission à son architecture, il a réparti volet sécuritaire, volet économique, même l'accord, mais par la pratique, on ne sait pas dissocier ça. Parce que ce sont des pratiques, je vous ai dit, qui existaient. Rwandair atterrissait ici. Moi, je fais Johannesburg, j'ai pris Rwandair sur l'aéroport international d'Njili, j'étais en transit à Kigali, j'ai fait l'Afrique, je rentrais par le même schéma.
C'est-à-dire les affaires ont existé, tout comme les affaires dans l'informel ont existé. Ça existe? Ça existe jusque-là. Donc Oui. ce qu'il y a, je vous dis, le vrai problème... On tend vers la fin de l'émission. Oui, hein. le vrai problème, si vous comprenez mon langage, j'ai dit, les projets intégrateurs ou l'exploitation commune qui est prévue, sera la conséquence logique de la paix effective sur le terrain. Vous ne pouvez pas construire des infrastructures. Parce que les infrastructures, c'est parmi les éléments majeurs de l'intégration économique régionale. Comment vous pouvez construire des routes où vous avez déjà des frontières qui sont fragiles, où vous avez les intentions bellicistes? Comment vous pouvez arriver à cela? Comment, par exemple, vous pouvez avoir la confiance aux produits alimentaires qui viennent du Rwanda pour être consommés dans des supermarchés congolais? Comment vous pouvez avoir cette facilité de faire croire? Quand on dit, le président Tshisekedi parle, nous restons vigilants, c'est entre autres cela. Moi, je crois que ce que nous pouvons faire, si on pense à ces projets intégrateurs, en tout cas, sincèrement, excusez-moi le terme, je comprends ça, comme si on mettrait la charrue devant le bœuf. Donc le vrai problème pour moi, il faudrait qu'on vive la mise en œuvre effective et que l'autorité de l'État est installée. Personne n'est contre cette approche. On termine cette émission. C'est-à-dire que Nina, vous aurez peut-être le dernier à prendre la parole. Merci. Mais je demande à Patrick Cash de nous balancer les images sur le retour. Hein, le retour du président de la République et l'accueil reçu. C'est vraiment spontané. Hein. Il n'y avait pas de mobilisation. La population a suivi de près ce qui se passait au niveau de Washington DC. Le chef de l'État n'a pas tardé à aussitôt terminer la signature de cet accord. Il a pris son avion pour rentrer à Kinshasa et il y avait une surprise tout au long de son parcours. La population lui a réservé un accueil on ne peut plus délirant, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Regardez, très chers téléspectateurs, ces belles images nous proposées par Patrick Cash, le retour du président de la République. Entrer dans le fond. Regardez comment ils arrêtent le cortège. Regardez comment ils arrêtent le cortège présidentiel. Je suppose que les Congolais eux-mêmes sont restés dans la forme parce que ce qu'ils ont vu à la télé, un Félix Tshisekedi calme, très réservé face à son homologue, le poids de l'histoire reposait sur ses épaules et qu'il n'avait pas droit à l'erreur face à l'ennemi rwandais et qu'on devait faire le tout dans le formel. Merci. Venez-en un peu. Non, on a plus de temps, Frédéric. Nous sommes secoués. On est en train de boucler l'économie. La télévision, c'est le temps. On boucle. Juste une phrase. Je voulais naviguer. Alors, on si peu de mots. Oui, on si peu de mots. Moi, je pense que c'est les volets là où il y a ce qu'on appelle, il y a un peu un petit piège contre la République démocratique du Congo. Un piège. On devrait en principe spécifier les cadres, notamment les domaines avec lesquels nous devrions évoluer avec le Rwanda. Mais il y a l'électricité, il y a le gaz. Vous avez l'électricité, il y a le parc. Mais en ce qui concerne les minerais critiques, moi je me pose la question. Mais ces minerais se trouvent où? C'est pas en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. Mais alors, c'est le Congo qui a les monopoles de ces minerais. Quel serait le rôle du Rwanda? Serait-il les courtiers en marchandises de la République démocratique du Congo? À la seule condition qu'ils passent par les circuits, les structures officielles, à l'instar de tout autre investisseur. Ou bien, le marché n'est pas fermé, nous l'avions dit. Ou bien le Rwanda serait finalement ces vendeurs qui étaient non officiels, qui deviendraient maintenant officiels. Qui vont officialiser ça? Parce que nous sommes en train de boucler les volets économiques. Il est important de rappeler ici au finish que le cadre d'intégration économique RDC-Rwanda n'entrera en vigueur que après la bonne exécution des deux instruments sécuritaires importants, le CONOPS, adopté en annexe de l'accord de paix signé le 27 juin 2024. Ça, c'est le premier instrument sécuritaire. 2024, oui. 2024. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième instrument sécuritaire. Non, attendez. Le 27 juin 2025. 2025, c'est ce que je dis. 24. 2025. Oui. Allez-y. Donc, je disais que les cadres d'intégration économique ne peut entrer en vigueur qu'après la bonne exécution des deux instruments sécuritaires. Primo, les CONOPS, oui, deuxièmement, adopté en annexe
de l'accord du 27 juin 2025. Oui. Deuxième instrument, c'est l'ordre opérationnel négocié lors de la réunion du mécanisme conjoint de sécurité le 17 et le 18 septembre de l'année en cours, approuvé par le comité de surveillance de l'accord de Washington le 1er octobre. Donc, il faut respecter ces deux conditions pour passer à la phase de l'application du cadre d'intégration économique. Je ne vois pas vraiment les Congolais, encore moins le président de la République, soutenir l'idée de voir le Rwanda continuer à exploiter les richesses congolaises d'une façon illégale comme il le fait aujourd'hui et laisser la voie libre au Rwanda de le faire. Je ne pense pas, je crois que les choses sont on ne peut plus claires. Le marché est encore long. Le minerai appartient bel et bien à la République démocratique du Congo. Mais il faut ici saluer, il y a les Nations Unies qui ont salué cet accord par le biais de du secrétaire général Guterres. Il y a l'Union européenne qui a salué l'accord, il y a la France qui a salué l'accord, il y a la Commission africaine, de l'Union africaine, pardon, qui a salué l'accord à l'instar des autres. Moscou également. Il a aussi salué l'accord. Moscou, mais qui voudrait qu'il y ait changement sur le terrain. Ok, très bien. Alors, voilà, très chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous au travers de ce débat, avec les historiens du présent, ces étoilés, la presse, comme d'habitude. Il y a quelques absents. Edith Chala n'est pas là, et Oscar Mal, vous l'aviez suivi, il était à Washington DC pour couvrir cette cérémonie de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous dire merci pour votre participation. Merci également à toute l'équipe technique, chapeautée par Patrick Cash. Et il y a une dame qui me regarde, c'est bien, elle s'appelle quoi, Kajinga, Evelyne et puis Wanani. Je ne cite que les femmes. Allez, merci également à vous, très chers téléspectateurs. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver le week-end prochain avec la même ferveur. Merci et au revoir.